Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui on part en Corée du Sud et notamment sur les rives de la Cheonggyecheon, la rivière de 8 km et quelques qui traverse le centre de Séoul. Vous en avez sûrement déjà entendu parler et peut-être que certains d'entre vous y sont allés puisqu'il s'agit d'un lieu incontournable de la capitale coréenne. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la rivière n'a pas toujours ressemblé à ça. Alors laissez-moi vous raconter la longue histoire très compliquée de la Cheonggyecheon. Pour cela, on va remonter dans le temps jusqu'aux origines de Séoul. Lorsque les humains ont commencé à bâtir des villes, ils avaient deux critères pour décider où s'installer. Soit il fallait un endroit en hauteur pour se défendre facilement, soit il fallait de l'eau. Cet élément essentiel dans le cas de Séoul, c'était la Cheonggyecheon. Il y avait aussi les bords de la rivière Han bien sûr, mais à l'époque elle ne se trouvait pas en plein centre de Séoul comme ça pourrait être le cas aujourd'hui. La Cheonggyecheon, elle, se trouvait au cœur de la ville et la divisait en deux entre nord et sud. De nombreux affluents des petites rivières descendaient des montagnes et traversaient les différents quartiers de la ville pour aller se jeter dans la Cheonggyecheon. Durant la période Joseon, pour éviter les inondations lors de la saison pluvieuse, le roi Taejong fit ériger des digues et des barrages. Et son fameux successeur, le roi Sejong, continua d'en construire. Ce dernier d'ailleurs, sous les recommandations de ses conseillers et au vu des besoins d'évacuation des eaux salles de la ville, décida d'utiliser la Cheonggyecheon en tant qu'égout. Alors les affluents qui descendaient des montagnes amenaient de l'eau propre en ville, et la Cheonggyecheon, devenue égout, évacuait les eaux usées en dehors de la ville. Cette situation va ainsi durer plusieurs siècles. En réalité, jusqu'à la colonisation japonaise, la rivière s'appelait Gyecheon. Elle est renommée en 1914 et obtient son nom actuel de Cheonggyecheon, qui signifie filet d'eau claire. Mais les Japonais l'appelaient officieusement Takgyecheon, ce qui signifie filet d'eau sale, car la rivière était devenue un véritable égout à ciel ouvert. À partir de 1925, ils vont d'ailleurs décider de construire un réseau d'égouts pour Séoul, et pour ce faire, ils vont enterrer tous les affluents de la Cheonggyecheon et les transformer en égouts. Leur objectif à terme était aussi de couvrir la Cheonggyecheon, et au fil des années, différents projets ont été évoqués, mais jamais réalisés par manque de moyens financiers. Le budget du Japon était plutôt utilisé à l'époque pour financer la guerre sino-japonaise qui se déroulait à quelques centaines de kilomètres de là, en Chine. Parmi leurs projets, il y a eu d'abord l'idée de la couvrir pour faire des habitations, puis pour faire une route avec un train surélevé, un métro ou un tram et après simplement une route. Au final, aucun projet ne vit le jour jusqu'à ce que la Corée retrouve son indépendance. Cependant, la joie de cet événement ne fut que temporaire puisqu'aussitôt la péninsule sombre dans la guerre de Corée. Et à la fin de celle-ci, les réfugiés vont venir à Séoul et s'installer dans des habitations de fortune le long de la rivière. Cependant, avoir une rivière égout à ciel ouvert en plein centre de la ville, bordée de bidonvilles, c'était malgré tout pas idéal. C'est pour cette raison que le gouvernement sud-coréen décida de la recouvrir. Cela va alors se dérouler en deux temps. À partir de 1958, la rivière est progressivement recouverte, puis en 1968, 10 ans plus tard, la construction de l'autoroute surélevée commence. Cette dernière sera inaugurée 8 ans plus tard, en 1976. Le bidonville, quant à lui, est démoli et remplacé par des immeubles tout neufs. Les habitants seront alors relogés dans d'autres quartiers plus loin. On a alors une route de 10 voies au niveau du sol et une autoroute surélevée de 4 voies, ce qui fait en tout 14 voies de circulation. Le périphérique parisien, pour comparer, c'est 6 ou 8 voies selon les endroits où on se trouve. Ce projet devient alors un symbole fort de cette Corée qui s'industrialise et se développe. Il est difficile de ne pas voir ce développement frénétique quand l'on compare les photos de la rivière bordée du bidonville à celles de cette grosse route bordée d'immeubles neufs. Cependant, dès les années 90, des problèmes de structure sont identifiés. Le béton vieillissant des piliers pose des risques de sécurité. Une réponse doit être apportée rapidement à ce problème, mais la rénovation coûterait extrêmement cher. Im Yong-bak, lors de sa campagne électorale, promet de reconstruire la rivière s'il est élu maire de Séoul. Et promesse tenue, une fois élu, il lance le projet. On est alors en 2003 et c'est officiel, l'autoroute va être démantelée pour restaurer la rivière. Les objectifs du projet sont tout d'abord d'éviter l'écroulement, mais aussi de construire un environnement urbain plus durable et recréer un lien entre les quartiers nord et sud, séparés par cette autoroute difficilement franchissable à pied. Aussi, le maire souhaite recréer le contexte culturel et historique, tant la rivière a joué un rôle important dans l'histoire de Séoul. C'est pour cela qu'il est décidé de recréer les ponts anciens sur la rivière. Le résultat de cette opération, c'est que la restauration de la rivière a permis de créer un espace vert au cœur de la ville qui attire des milliers de promeneurs tous les jours.
Le démantèlement de l'autoroute et le passage de 14 voies à 4 voies seulement a eu certaines conséquences, comme l'augmentation du nombre de voyageurs dans les bus et les métros, mais aussi une diminution des embouteillages. Alors ça peut paraître étonnant, mais il s'agit du très connu paradoxe de Brasse. Puisque ce n'est pas le sujet de la vidéo, je vais vous résumer très grossièrement le paradoxe. En fait, un gros axe routier va concentrer les voitures puisque tout le monde va passer par là pour aller plus vite. Avec sa suppression, tous les gens qui l'utilisaient vont prendre des chemins différents sur des routes différentes, et donc mieux répartir les voitures sur l'ensemble des routes. Cependant, comme pour tout projet, la restauration de la rivière n'est pas exempte de critiques. La plus importante est que le projet fut rushé et aurait pu être mieux fait. En effet, puisque le débit d'eau de la rivière avait fortement diminué durant ces dernières décennies, il a fallu installer un système de pompage pour pouvoir la recréer. Cela en fait une rivière quasi artificielle, mais surtout, cela génère des coûts de fonctionnement très élevés. C'est ainsi environ 5 millions d'euros par an qui sont dépensés pour faire fonctionner la Changechon. Des associations écologistes estiment qu'il aurait été préférable de recréer véritablement une rivière naturelle plutôt qu'un aménagement artificiel comme celui qui existe aujourd'hui. Hormis cela, le projet a été pointé du doigt car il a amené les populations défavorisées et les petits commerçants qui habitaient le long de l'autoroute à partir à cause de la hausse des prix de l'immobilier. Ironiquement, la construction de l'autoroute quelques décennies auparavant avait généré les mêmes conséquences pour les habitants du bidonville. Dans le contexte de l'époque, l'autoroute surélevée, la bétonisation de la rivière et les nouveaux immeubles en béton sont un symbole de modernité. La Corée du Sud est alors un pays en pleine industrialisation et en plein développement économique. Les bidonvilles sont remplacés par des immeubles modernes et des grands axes de transport sont construits. Mais paradoxalement, la destruction de cette autoroute quelques décennies plus tard symbolise encore la modernité d'une Corée qui rejoint alors le cercle très fermé des pays les plus développés de la planète. Séoul se dote alors de monuments emblématiques comme la rivière Changechon qui lui permettent de se hisser au même niveau que les autres métropoles mondiales. Un autre monument emblématique de la Corée devenue surpuissance, c'est le Dongdaemun Design Plaza qui se trouve le long de la rivière. Peut-être que l'histoire de ce bâtiment, intéressante elle aussi, fera un sujet pour une autre vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de Séoul et de ses monuments emblématiques, et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo.